Les farces sur YouTube sont censées être drôles et divertissantes, mais parfois elles prennent une tournure sombre. Nous allons découvrir 5 histoires de farces sur YouTube qui ont mal tourné, avec de graves conséquences, montrant à quel point les farces peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles vont trop loin. En 2016, Michael et Heather Martin, parents de 5 enfants, tenaient une chaîne YouTube appelée Daddy-O5 dans le Maryland. Le couple avait lancé la chaîne en 2015, rassemblant plus de 760 000 abonnés et accumulant plus de 175 millions de vues avant sa fermeture en 2018. Leur contenu était centré sur des farces impliquant leurs enfants. Mais les vidéos ont progressivement montré des scènes préoccupantes, laissant souvent les enfants visiblement bouleversés. Bien que certaines farces aient pu paraître bon enfant, de nombreux spectateurs ont remarqué des interactions troublantes. Dans une vidéo, Michael demandait à ses enfants de gifler leur sœur, ce qui la mettait en larmes. Dans une autre, intitulée Prank Gone Wrong, Dad Pulls a Gun, farce qui tourne mal, papa sort une arme, Michael faisait semblant de pointer une arme sur Heather et l'un des enfants. Dans ce qui est sans doute la vidéo la plus dérangeante, Michael accusait ses 2 plus jeunes fils, Cody et Alex, d'avoir renversé de l'encre magique sur la moquette, criant sur eux jusqu'à ce qu'ils éclatent en sanglots. Ces vidéos ont suscité l'inquiétude des spectateurs, mais c'est Rose Hall, la mère biologique de Cody, qui a pris des mesures légales. Elle a demandé la garde urgente de Cody et Emma, ses 2 enfants avec Michael, après les avoir vus si bouleversés dans les vidéos. Les démarches de Rose lui ont permis d'obtenir temporairement la garde et les autorités du Maryland ont ouvert une enquête sur les faits filmés. L'avocate et animatrice télé Sonny Hostin a abordé le sujet dans Good Morning America, soulignant les conséquences émotionnelles sur les enfants. Elle a évoqué la possibilité pour Rose de réclamer des dommages pour détresse émotionnelle et a révélé que la famille gagnait entre 200 000 et 350 000 $ par an grâce aux vidéos. Michael et Heather ont d'abord défendu leurs actions, affirmant que les farces étaient mises en scène et avaient pour but de divertir. Plus tard, Michael a exprimé des regrets, admettant que ce qui avait commencé comme un amusement familial était devenu une obsession pour les vidéos. Heather a précisé que les personnages montrés dans les vidéos ne reflétaient pas qui ils étaient réellement, et que le contenu visait à montrer une autre facette de leur famille. Le bureau du shérif du comté de Frederick ainsi que les services de protection de l'enfance se sont impliqués dans l'enquête. L'avocat de Rose, Tim Conlon, a souligné le caractère particulier de cette affaire. Le comportement préoccupant était diffusé publiquement, contrairement à d'autres cas habituellement cachés. Face à la pression de l'opinion publique, Michael et Heather ont fini par supprimer les vidéos et présenter des excuses publiques. Dans une vidéo émotive, Heather a déclaré que c'était la semaine la plus difficile de leur vie, reconnaissant des erreurs dans leur rôle de parents. Michael a partagé son ressenti, avouant qu'ils avaient mis en ligne des choses qui n'auraient jamais dû l'être. Bien que les vidéos aient été retirées, l'impact émotionnel sur Cody et Emma était toujours palpable. En septembre 2017, le couple a été condamné à 5 ans de probation pour négligence envers leurs enfants. Il leur était interdit de contacter Cody et Emma sans l'autorisation du tribunal et ils ne pouvaient publier quoi que ce soit concernant leurs enfants, sauf dans un cadre strictement familial. Leur période de probation a pris fin en 2022, mais les répercussions de l'affaire se faisaient encore sentir. Après la fermeture de la chaîne, les Martin ont publié un communiqué à Wooza 9, une chaîne d'actualité locale. Ils y expliquaient que leur famille avait beaucoup travaillé pour se reconstruire durant les 18 derniers mois. Ils affirmaient que tout le monde allait bien et qu'ils prévoyaient de continuer à utiliser YouTube en famille, mais avec des règles strictes. Pour Rose Hall, obtenir la garde de ses enfants était essentiel pour les aider à se reconstruire. Elle a plus tard déclaré qu'ils retrouvaient peu à peu leur joie de vivre et leur insouciance. McConlon a précisé que les enfants suivaient un processus de déprogrammation pour surmonter leurs expériences traumatisantes. Les spectateurs ont joué un rôle important en poussant les autorités à intervenir, leur inquiétude ayant été un déclencheur de l'enquête. L'affaire Daddy-O5 a soulevé des questions importantes sur l'éthique des chaînes familiales sur YouTube, en particulier sur la manière dont les enfants sont traités dans la quête de célébrité en ligne. Si Michael et Heather ont dû faire face à la justice, Rose Hall est restée concentrée sur le bien-être de ses enfants. Elle a exprimé son souhait que Cody et Emma se sentent en sécurité, heureux et protégés des traumatismes qu'ils avaient endurés. Le 22 septembre 2014, le youtubeur Sam Pepper a mis en ligne une vidéo de farce controversée qui a rapidement soulevé un tollé. Connu pour repousser les limites, Pepper y apparaissait en train de pincer au hasard des femmes dans la rue, présentant l'acte comme une simple farce. La réaction a été immédiate et très négative. La communauté YouTube,
créateur comme spectateur, a unanimement condamné cette vidéo, jugeant son contenu profondément inapproprié. Au lieu de répondre aux critiques, Pepper a tweeté sur d'autres sujets, semblant éluder le problème. Plus tard dans la soirée, il a publié une seconde vidéo dans le même esprit, cette fois avec une amie pinçant des hommes au hasard. YouTube l'a rapidement supprimé pour non-respect de ses conditions d'utilisation. Le lendemain, Pepper a posté une vidéo révélatrice, affirmant que ses 2 premières vidéos avaient été mises en scène avec des acteurs. Il expliquait vouloir susciter un débat sur les attouchements non désirés, saluant la réaction du public comme la preuve de sa prise de conscience. Il partageait aussi des anecdotes personnelles où il se sentait lui-même mal à l'aise, évoquant des fans ayant franchi certaines limites. Pourtant, l'opinion restait sceptique. Beaucoup jugeaient son explication opportuniste, destinée à désamorcer la polémique. Ce n'était pas la première fois que Pepper faisait parler de lui. Il s'était déjà associé à Logan Paul pour une vidéo où il prétendait capturer des femmes avec un lasso en plein espace public. Une autre vidéo, très populaire, le montrait tentant d'embrasser des passantes à Venice Beach, récoltant plus de 15 millions de vues. Les détracteurs soulignaient que Pepper tirait profit de ses contenus et ne s'en souciait que lorsque la critique le frappait personnellement. Le fait que sa deuxième vidéo ait été publiée tôt, le matin au Royaume-Uni, a aussi été perçu comme une tentative précipitée de limiter les dégâts, plutôt qu'une expérience sociale mûrement réfléchie. Pendant qu'elle restait en ligne, les internautes l'ont rudement critiquée, la qualifiant d'offensive et de maladroite. Au final, la tentative de Pepper de sensibiliser a pratiquement échoué. Ses interventions ont été jugées insensibles et il semblait ignorer le privilège lui permettant de franchir impunément les limites au nom de l'expérimentation. En 2015, ces stunts ont pris une tournure encore plus inquiétante. Il a publié une vidéo mettant en scène les youtubeurs Sam Goldbach et Colby Brock dans un scénario élaboré, amenant Goldbach à croire que son ami était en grand danger. La vidéo débutait alors que leur voiture tombait en panne sur le chemin d'une rencontre avec Pepper. Tandis que l'un d'eux inspectait le moteur, une silhouette masquée surgissait, recouvrait la tête de l'autre d'un sac et l'attachait. La scène basculait ensuite sur un toit terrasse où la personne masquée braquait Goldbach en l'obligeant à assister à ce qui semblait être un événement traumatisant concernant son ami. Lorsque la farce était dévoilée, Goldbach, visiblement bouleversé, répétait qu'il avait cru que son ami ne s'en sortirait pas. Cette vidéo a déclenché un nouveau flot de critiques. Certains ont appelé YouTube à supprimer la chaîne de Pepper, tandis que d'autres ont estimé qu'il avait besoin d'aide professionnelle. Malgré tout, quelques fans ont défendu la mise en scène comme une forme de divertissement. Par la suite, Goldbach a publié un communiqué indiquant qu'il n'en voulait pas à Pepper et qu'il estimait que cette expérience les avait rapprochés. Il a dit comprendre le message que Pepper voulait faire passer et a exprimé son soutien. Après cette polémique, Pepper a effacé tous ses posts sur les réseaux sociaux, vidé sa chaîne YouTube et publié un seul tweet annonçant qu'il abandonnait. Peu après, il a mis en ligne une vidéo pour expliquer ses actes et présenter ses excuses, admettant ne pas avoir été fidèle à lui-même. Les agissements de Sam Pepper ont mis en lumière une tendance inquiétante sur les réseaux sociaux. Les farces peuvent facilement dépasser la frontière entre divertissement et préjudice. Ces vidéos, marquées par des intrusions physiques et émotionnelles, ont révélé le côté sombre de la culture du prank. Bien qu'il ait prétendu vouloir attirer l'attention sur des problèmes sérieux, son approche a été jugée égoïste et dénuée de réflexion quant à l'impact sur autrui. Ces événements rappellent la responsabilité qui accompagne une large audience en ligne. Les créateurs de contenu disposent d'une influence considérable qui implique le respect de normes éthiques. Les expériences sociales ou farces pouvant causer du tort, quel que soit le message visé, sont inacceptables. C'était en janvier 2017 à Barcelone, en Espagne. Kanguaren, un youtubeur de 19 ans connu sous le pseudonyme Reset, avait su se constituer une large audience avec environ 1,2 million d'abonnés. Sa chaîne reposait sur des cascades extrêmes et des défis souvent suggérés par ses spectateurs. Pourtant, l'une de ces cascades allait radicalement changer sa vie et celle d'un sans-abri. Pour cette cascade, un internaute avait proposé à Ren de remplacer, dans des biscuits Oreo, la garniture à la crème par du dentifrice. Ren adopta cette idée en espérant en tirer un regain de popularité. Ren chercha alors une victime pour réaliser sa blague lors d'une journée froide. Il s'approche de George L., un sans-abri de 53 ans, originaire de Roumanie. La caméra en main, il remit à George les biscuits trafiqués accompagnés d'un billet de 20 €. N'ayant aucune idée de la supercherie, George mordit dans un biscuit et fut aussitôt pris d'un malaise, finissant par vomir peu après. Toute l'interaction fut filmée et par la suite mise en ligne sur la chaîne de Ren. Dans la vidéo,
On peut entendre Ren se gausser de la cascade, admettant qu'il avait peut-être un peu poussé l'exagération, tout en ajoutant que cela nettoierait les dents de Gurgel, qui selon lui ne s'y était pas adonné depuis longtemps en raison de sa pauvreté. La vidéo suscita rapidement une vive indignation sur Internet. La réaction du public fut à la fois rapide et sévère. Ren supprima la vidéo, mais publia ensuite une nouvelle séquence dans une tentative de se faire pardonner. Il offrit à George 20 € supplémentaires et passa une nuit avec lui dans la rue. Pourtant, beaucoup jugèrent cet effort bien trop superficiel, incapable de réparer réellement le préjudice causé. Au fur et à mesure de la montée de la colère publique, la police lança une enquête sur l'incident. Des indices laissèrent penser que Ren avait même proposé à la fille de George la somme de 300 € pour qu'elle renonce à porter plainte. Néanmoins, l'affaire fut portée devant les tribunaux et Ren fut accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité morale de George. Devant le tribunal, Ren se défendit en affirmant que la cascade était conçue pour amuser et qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Toutefois, la juge Rosa Aragonés ne fut pas convaincue. Elle releva qu'il avait déjà à son actif une série de cascades similaires visant des personnes vulnérables. Par exemple, il avait été allégué qu'il avait précédemment fourré du crottin de chat dans des sandwichs qu'il offrait à des écoliers et à des personnes âgées dans un parc. La juge Aragonés conclut que les actions de Ren ne constituaient pas un cas isolé. Elle indiqua d'ailleurs que Ren avait engrangé plus de 2000 € de revenus publicitaires rien qu'avec la vidéo des Oreos. En conséquence, le tribunal condamna Ren à 15 mois de prison et l'obligea à verser 28 000 €, soit environ 22 300 $ en indemnisation à George. De plus, ses comptes YouTube et sur les réseaux sociaux furent ordonnés à être fermés pendant 5 ans. Bien que la peine fût prononcée, il est peu probable que Ren aille réellement en prison. En vertu de la loi espagnole, les contrevenants de première infraction pour des délits non violents, dont la peine est inférieure à 2 ans, voient souvent leur condamnation suspendue. Cependant, les sanctions financières et l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux ont considérablement sapé sa présence en ligne et ses revenus. L'affaire attira une attention médiatique considérable, mettant en lumière les dilemmes éthiques liés aux cascades en ligne. Les agissements de Ren servirent d'avertissement, incitant les influenceurs à mesurer leurs responsabilités dans la création de contenus qui respectent autrui. Quant à George, il obtint une compensation pour l'épreuve endurée, mais l'impact émotionnel de son humiliation publique demeurera probablement longtemps. Cet incident soulève d'importantes questions quant aux limites du divertissement et aux responsabilités des créateurs de contenu. Et si les internautes avaient choisi de ne pas encourager les cascades nuisibles en refusant d'interagir avec ce type de contenu? Ce cas nous interpelle sur l'influence des créateurs et sur les considérations éthiques indispensables à la quête d'une célébrité en ligne. Le 5 juillet 2015, un groupe de farceurs de YouTube issus de la chaîne TrollStation a organisé un canular perturbateur à la National Portrait Gallery de Londres. 5 hommes, au visage dissimulé, ont pénétré dans la galerie en portant de faux tableaux et en déclenchant de puissantes alarmes. En un instant, le lieu paisible est devenu chaotique. Les visiteurs se sont précipités pour évacuer, craignant une menace grave. Au cours de la bousculade, une femme a perdu connaissance et plusieurs personnes ont failli être piétinées. Cet incident survient peu après une tragédie survenue sur une plage en Tunisie et en pleine montée des mesures de sécurité en Europe, ce qui a intensifié la panique des visiteurs. Les farceurs impliqués étaient Daniel Jarvis, 27 ans, Andrid Ferizoli, 20 ans, Ebenezer Mensah, 29 ans, Elder Gomes, 23 ans, et le caméraman Dan Van Leu. Réputée pour ses canulars extrêmes, la chaîne TrollStation avait déjà choqué le public par plusieurs cascades, mais celle-ci a dépassé les limites. Après leur coup à la National Portrait Gallery, ils se sont rendus à la Tate Britain pour y jouer une nouvelle scène, simulant un enlèvement avec une complice, laissant de nombreux témoins sous le choc. L'ensemble de l'action a été filmé et publié sur la chaîne YouTube de TrollStation, accumulant rapidement des millions de vues. Pourtant, les conséquences ont été sévères. Plusieurs visiteurs traumatisés, des blessés légers et une femme inconsciente à la suite de la panique. En audience, le juge de district Mike Snow a vivement critiqué les prévenus, soulignant la dangerosité de leurs actes et la facilité avec laquelle la situation aurait pu dégénérer. Il a rappelé que, dans un contexte de forte anxiété collective, la vue d'hommes masqués pénétrant un lieu public était particulièrement insensible et inquiétante pour les spectateurs, qui ignoraient qu'il s'agissait d'une mise en scène. La procureure Kathy Weiss a expliqué que la farce avait été minutieusement préparée. Les complices étaient équipés de fausses toiles, d'alarmes et de masques pour maximiser le désordre.
Barry Palmer, responsable de la sécurité à la National Portrait Gallery, a déclaré que cet événement avait mis en évidence la nécessité de renforcer la sûreté des visiteurs. Les farceurs ont reconnu avoir provoqué peur et perturbation. Jarvis, considéré comme le meneur, a écopé de 20 semaines de prison. Menza et Gomez ont été condamnés à 18 semaines chacun et Ferrizoli a été envoyé en centre pour jeunes délinquants pour 16 semaines. Quant à Dana Van Le, déjà incarcéré pour une menace factice antérieure, il a continué à purger sa peine. Le juge Snow a rejeté leur défense, jugeant inquiétant qu'ils aient trouvé de l'amusement à effrayer autrui. Il a qualifié leur numéro de « slapstick qui a mal tourné », créant une terreur véritable plutôt qu'un simple divertissement. Ce n'était pas la première altercation judiciaire pour Jarvis et Gomm. En 2014, ils avaient déjà été condamnés pour avoir envahi un terrain de football pour prendre des selfies avec les joueurs, illustrant un schéma de cascade irresponsable pour attirer l'attention. Gomez avait aussi orchestré d'autres canulars bizarres, notamment une fausse dispute à la Saint-Valentin dans un café, au cours de laquelle il avait jeté des effets personnels pour embarrasser une femme. Comme d'autres vidéos de Troll Station, celle-ci avait été mise en ligne. Dan Van Le, fondateur de la chaîne Kessela, avait lui aussi déjà fait parler de lui. En mars 2015, il avait été emprisonné pour une farce consistant à déposer une valise munie d'un minuteur à un arrêt de bus, semant la peur autour de lui. Les réactions filmées en direct avaient suscité des millions de vues. Après leur passage au tribunal, les prévenus ont montré peu de remords. Jarvis a même salué ses soutiens d'un pouce levé, tandis que les autres restaient impassibles. Cet incident pose la question des limites des farces en ligne. Qu'aurait-il pu se passer si la bousculade avait causé des blessures graves? Si quelqu'un avait cru à une véritable menace et avait réagi violemment? Les pranksters ont ignoré ces dangers au nom de la quête de visibilité. Leur sédition rappelle aussi les responsabilités des plateformes comme YouTube qui propagent des contenus extrêmes à des millions d'utilisateurs. Si les vidéos de Troll Station ont attiré un large public, au final, ce que les farceurs voyaient comme un divertissement est devenu une expérience terrifiante pour beaucoup. Cet épisode rappelle les dangers de sacrifier la sécurité collective sur l'autel de la viralité. C'était le 2 avril 2023, un dimanche typique au centre commercial Dulles Town Center Mall à Sterling en Virginie. Les clients vaquaient à leurs occupations sans se douter de l'incident qui allait se produire. Parmi eux se trouvait Tanner Cook, un YouTuber de 21 ans connu pour ses cascades provocantes sur sa chaîne Classified Goons. Mais ce jour-là, sa dernière cascade allait prendre une tournure dangereuse. Accompagné de ses amis qui enregistraient, Tanner repéra Alan Collie, un livreur DoorDash de 31 ans, en attente d'une commande dans l'aire de restauration. Pour Tanner, Collie semblait être la cible parfaite. Il s'approcha en filmant avec son téléphone et lança à répétition, via Google Translate, une phrase étrange « Hé, arrête de penser à mon étincelle ». L'objectif était de provoquer une réaction chez Collie pour le divertissement de ses 50 000 abonnés. Collie devint rapidement mal à l'aise et demanda à Tanner d'arrêter, tentant de s'éloigner. Mais Tanner, imperturbable, poursuivit la cascade, s'approchant toujours davantage pour obtenir une réaction. C'est alors que Collie, d'un geste brusque, balaya le téléphone de la main et, en un éclair, sortit une arme à feu, tirant un coup qui toucha Tanner dans la partie inférieure de la poitrine. En un instant, la cascade s'était transformée en une situation mettant sa vie en danger. La sécurité et la police arrivèrent rapidement, maîtrisant Collie et l'arrêtant sur le champ. Pendant ce temps, Tanner, ensanglanté et désorienté, titubait hors de l'aire de restauration avant de s'effondrer près d'un restaurant. Les autorités le transportèrent en urgence à l'hôpital, où son état fut jugé critique. Alors que Tanner commençait à se rétablir, l'affaire judiciaire contre Collie progressa. Ce dernier fut inculpé de blessures malveillantes aggravées et d'infractions liées aux armes à feu. Les procureurs soutinrent que les actions de Collie étaient injustifiées. Ils affirmèrent que la réaction de Collie était disproportionnée par rapport à la situation. Cependant, l'équipe de défense de Collie fit valoir que la cascade de Tanner était intrusive et stressante. L'avocat de Collie, Adam Pouillard, déclara que les actions de Tanner avaient été conçues pour provoquer une réaction, sans tenir compte de l'inconfort de Collie. Collie lui-même monta à la barre pour expliquer comment la cascade l'avait fait se sentir menacé. En tant que livreur, souvent confronté à des inconnus, il portait toujours une arme dissimulée pour se protéger. Lorsque Tanner s'approcha de lui, il crut véritablement être en danger et sentit qu'il n'avait d'autre choix que de se défendre. L'avocate de la défense, Tabitha Blake, renforça cet argument en soulignant que Collie ne se rendait pas compte qu'il était l'objet d'une cascade et percevait le comportement de Tanner comme intrusive et alarmante.
Après avoir entendu les arguments, le jury dut trancher pour déterminer si les actions de Collie constituaient une réaction excessive ou un acte de légitime défense. Finalement, il fut déclaré non coupable de blessures de malveillance aggravées. Toutefois, il fut reconnu coupable d'une infraction moins grave pour avoir déchargé une arme à feu dans un lieu public, ce qui pouvait entraîner une peine de prison. Depuis la fusillade, Tanner a continué à publier de nouveaux contenus, incluant plusieurs vidéos de cascades. Lorsqu'on lui demanda s'il éprouvait des regrets ou s'il envisagerait de changer d'approche, il défendit son contenu en affirmant qu'il était destiné à divertir et non à déranger ou effrayer les gens. L'incident survenu au Dulles Town Center a déclenché de vifs débats sur les limites des cascades et sur le droit à la légitime défense. La chaîne de Tanner, reconnue pour son contenu risqué, diffuse des cascades que certains spectateurs trouvent amusantes, tandis que d'autres les considèrent comme du harcèlement. L'affaire a également soulevé des questions quant aux circonstances dans lesquelles la légitime défense est justifiée dans les espaces publics. L'acquittement de Collie met en lumière la mince ligne qui sépare une cascade d'une menace potentielle, démontrant combien il est aisé de percevoir les cascades comme dangereuses lorsqu'elles surviennent dans de mauvaises conditions.